Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Louis Fèvre, qui Salut. est en sixième année de pharmacie, C'est du ça, tout coup, à fait, ouais. qui a eu l'occasion de bosser quand même en officine. Et aujourd'hui, en fait, on va discuter du lien qu'il y a entre les officines de ville et l'hôpital et de ce que ça peut apporter aux patients. Mais on va aussi aborder les quelques problématiques qu'on peut rencontrer justement lorsqu'on essaye d'établir un lien entre la pharmacie de ville et l'hôpital, Mhm. notamment au niveau administratif, mais aussi sur Médicamenteux aussi, d'autres ouais. champs. Ouais. Et puis, euh, et puis donc, il va nous rapporter un peu son expérience aussi de ce qu'il a vécu là-dedans. Et puis moi aussi, puisque en tant que donc, interne en pharmacie maintenant, je suis amené régulièrement à appeler des pharmacies d'officine et de discuter justement de la prise en charge des patients. Et nous aussi, on est souvent amenés à vous appeler à l'hôpital, souvent pour les diverses questions aussi. Voilà. Effectivement. Donc c'est vrai que nous, on a pour habitude en fait d'appeler les officines très très régulièrement dans le cadre de la conciliation médicamenteuse. Oui, oui, Donc, oui. Effectivement, on nous appelle souvent. Alors, on nous contacte très souvent, par exemple, dans certains services, je dirais même en cancérologie, où il y a des entretiens où des pharmaciens, des externes, des internes viennent faire des entretiens avec des patients directement euh, dans leur chambre, voilà, où ils expliquent leurs médicaments aux patients. Voilà, ils leur donc ça, tu l'as fait par Je l'ai exemple. fait Hein. quand j'étais en stage en Mhm. cinquième année, je l'ai fait. En fait, on vient expliquer aux patients, on leur donne donc un PPP, on appelle ça un plan pharmaceutique personnalisé, voilà, et on leur donne à eux, et on l'envoie ensuite à leur pharmacie d'officine qui nous ont donné au préalable. Ce qui permet de contacter la pharmacie d'officine, Mhm. voilà. Donc on contacte, on leur dit voilà, monsieur, madame, un tel a ça, ne soyez pas surpris si vous avez des nouveaux médicaments qui arrivent, C'est ça, souvent. parce que aussi il faut passer les commandes en pharmacie d'officine et avec l'arrivée notamment des thérapies ciblées en cancérologie par voie orale qui sont distribuées justement en officine pour un patient, par exemple dans des leucémies lymphoïdes chroniques, il y a un traitement qui est à prendre à vie avec des comprimés donc tous les jours qui coûtent un certain coût Un certain coût, ouais. et du coup il faut le prévoir en Il faut le officine. prévoir, oui, surtout que bon, souvent ça peut être des anticorps monoclonaux, des médicaments qui sont au frais, donc on les a pas non plus forcément l'acheminement, tout ça, on doit commander avant au grossiste pour qu'il nous les amène et pour qu'on l'ait sur place pour que le patient commence sa cure pile au moment convenu. Et, et aussi, une autre question que j'aurais, c'est surtout, ben, c'est vrai qu'on vous sollicite souvent en officine pour nous donner des informations sur le dossier médical du patient. Effectivement, ouais. Ouais, parce qu'en en fait, on s'est rendu compte qu'on n'a pas forcément toutes les informations à disposition lorsqu'on est dans une surspécialité de la médecine, notamment, ben, moi j'ai eu l'occasion d'être en hôpital psychiatrique. En hôpital psychiatrique, les patients arrivent, déjà, c'est des patients qui sont peu observants pour leur Mhm. traitement, qui ont de nombreuses pathologies sous-jacentes en plus de leur pathologie psychiatrique, mais qui n'arrivent pas à être prises en charge correctement, puisqu'ils ne vont pas au rendez-vous, donc c'est assez compliqué de les suivre, et on n'a pas un dossier où est à noter tout ce qui a été prescrit aux patients et tout ce qui a été diagnostiqué aussi à ces patients. Effectivement, on a par exemple, alors là ça va être mis en place à partir de l'année prochaine, je crois, le dossier pharmaceutique. Donc tout sera mis sur la carte vitale. Voilà, je crois que c'est 2 ans. C'est 2 ans avant, on a toutes les prescriptions. Peut-être que je me trompe. Hein. Mais voilà, même les pharmaciens à l'hôpital, vous n'y avez pas accès. Ils nous appellent en disant oui, alors bonjour, ça a été quoi les dernières délivrances? Parce que c'est pas rare qu'il y ait par exemple des médicaments, on leur donne des médicaments. Alors souvent les personnes âgées, en plus, elles oublient aussi des prescriptions quand elles viennent à l'hôpital, elles ne savent plus trop ce qu'elles prennent. Mhm. Mais des patients en psychiatrie comme tu as eu. Mais un exemple que je pourrais donner, par exemple, c'est on lui donne un médicament pour le cœur, hein, n'importe quoi. Vous pouvez prendre un Un IEC, un anti-hypertension, bêta-glucan. voilà. Mais il prend de la Tarax. Mhm. Ça, souvent, les personnes, souvent dans les services, on donne de la Tarax, ou alors même des fois, dès que le médecin généraliste il a stress, il dort pas, à Tarax. Mhm. Or, la Tarax, c'est que les médicaments pour le cœur, en général, ça fait pas bon ménage du tout. Niveau torsade de pointe, tout ça, c'est vraiment. Mhm. Faut vraiment éviter l'interaction, et ça, ils ne le savent pas. Et du coup, on est là à l'officine, on dit voilà, alors attention, il a de la Tarax. Euh,
on leur dit c'est pas bon, faut éviter. Mais oui, effectivement, des fois le patient, même si quand il amène ses ordonnances à l'hôpital, il peut y avoir des médicaments qui manquent parce qu'il a une ordonnance volante. Je rappelle qu'en officine, quand même, ils ont des logiciels qui sont implantés depuis des années qui répertorient chacun des médicaments qui ont été prescrits aux patients depuis plusieurs années dans leur officine. Et bon, avec la nouvelle génération, on a tendance, même moi, à ne pas aller dans la même officine. Mais il est vrai que jusqu'à maintenant, la plupart des patients avec lesquels j'ai eu affaire vont dans la même officine. Et donc, on a un vrai registre de l'intégralité des spécialités qui ont été prescrites. Oui, et puis ce problème-là va être résolu avec le dossier pharmaceutique qui va être généralisé à tout le monde. On va pouvoir donc voir, même si ce n'est pas en pharmacie, ce que le patient a reçu. Bien sûr. Voilà. Donc ça va vraiment aider. Alors, sauf qu'à l'hôpital, c'est pas quelque chose qui va être généralisé. Non, mais à l'officine, oui, sur la carte vitale du patient, on aura directement. D'où l'intérêt justement de nous, à l'hôpital, d'appeler les pharmacies d'officine pour avoir les différents médicaments qui ont été prescrits. Juste, par exemple... Parce que je rappelle aussi, quelque chose que peut-être vous ne savez pas, lorsqu'on est admis dans un service hospitalier, on n'utilise pas les médicaments qu'on a à disposition à la maison. Il va y avoir une nouvelle prescription avec l'intégralité des spécialités qu'on prend habituellement chez soi. Et du coup, tout ça va être represcrit à l'hôpital, redonné par la pharmacie hospitalière, ce qu'on appelle la PUI, la pharmacie à usage intérieur. Et donc, à ce moment-là, c'est là où il peut y avoir des erreurs, par exemple, où il y a une spécialité qui saute. Un collyre, par exemple, pour les yeux, les collyres pour le glaucome, c'est quelque chose que souvent n'est pas prescrit directement aux patients. Bon, c'est pas dramatique parce que c'est pas des spécialités critiques qu'il faut avoir du jour au lendemain, mais par contre, sur le long terme, quand on a des hospitalisations un peu plus longues, ça peut être embêtant. Oui, c'est vrai. Et puis, même le médecin généraliste qui fait une prescription d'une chose, et la feuille, enfin l'ordonnance, elle reste chez eux, ils s'en souviennent plus, ils l'ont mis dans un coin, ils le prennent chaque mois, mais c'est par réflexe, ils savent plus, voilà, c'est problématique aussi, ces choses-là. C'est vrai que ça va aussi plus loin, c'est-à-dire que nous, c'est vraiment pluridisciplinaire. D'accord, il y a un lien entre pharmacie d'officine et pharmacie hospitalière, mais il y a aussi un lien entre les médecins de ville et la pharmacie d'officine, et la pharmacie hospitalière et les praticiens hospitaliers. Totalement, ouais. D'ailleurs, en parlant des antibiotiques, il y a un rôle à jouer pour l'officine dans la suite des antibiotiques qui sont donnés à l'hôpital, notamment. Je pense par exemple vous avez le linezolide qu'on donne dans des infections, notamment après cathéter, etc. Ces médicaments-là, on les prescrit sous forme injectable à l'hôpital, et puis après les patients ils rentrent chez eux, et puis ça passe sur une prescription par voie orale. Et c'est vrai que cette transition entre la perfusion à l'hôpital et la prise par voie orale à la maison doit être rappelée aux patients dans l'officine notamment. C'est vrai qu'il y a aussi les hospitalisations de jour, où vous avez beaucoup de patients qui viennent après justement une hospitalisation de jour. Et c'est vrai qu'il y a tout. Il y a vraiment ce volet où la pharmacie d'officine va faire la transition entre la sortie d'hôpital du patient et le retour chez lui. Et donc ça, c'est quelque chose de primordial. Et c'est là où aussi on est amené, nous, à appeler, comme on l'a dit précédemment, appeler les officines pour commander les médicaments, mais aussi leur donner tous les documents qu'ils ont besoin, qui sont nécessaires, pour qu'eux, ils puissent après délivrer l'information. Et derrière, il y a beaucoup moi je sais qu'il y a beaucoup de pharmaciens d'officine qui me disent nous on n'arrive pas forcément à donner toutes les informations qu'il faut par rapport aux médicaments hospitaliers, notamment suite à l'administration des chimios, etc. Parce que eux ils n'ont pas forcément ce lien aussi aussi bien établi entre le service et l'officine. Et puis oui, à l'hôpital vous avez des médicaments extrêmement spécifiques qu'on voit très rarement à l'officine. Donc même nous les pharmaciens d'officine, des fois on ne sait pas, on a un peu de mal à savoir ce que c'est, quoi. Mais il y a plein de thérapies ciblées. Thérapies ciblées, tout ça, on les voit jamais. Alors on les voit des fois, une fois de temps en temps, mais franchement c'est erlotinib, etc. Tous ces médicaments, donc, les anti. D'où le fait que l'hôpital doit aussi nous prévenir en disant voilà c'est ça, les pharmaciens de l'hôpital s'ils peuvent un peu nous aider parce qu'ils ont plus l'habitude, ils envoient un peu tout le temps. Nous des fois on essaye d'envoyer des documents, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de système informatique qui nous permette de transférer des documents de manière facile. C'est encore le fax. C'est encore le fax par exemple. Pour les ordonnances c'est du fax. Il y a des messageries dites sécurisées où
on n'est pas forcément sûr que ce soit le cas. Et puis, parce que forcément, les ordinateurs, tout le monde les utilise. Voilà. On branche des clés USB qui n'ont rien à voir dans ces ordinateurs-là. Et en plus, la plupart des officines n'ont pas forcément de messagerie sécurisée. Non, c'est vrai, ouais. La plupart, ou alors, ils ne savent pas qu'ils en ont une. Des fois, ça arrive aussi. Bon, en étant mon stage en cancéro, j'ai bien vu qu'il y avait aussi des fois, les pharmacies, elles savent qu'elles en ont une, mais elles ne savent plus. Ou alors, elles ne vont jamais dessus. Voilà. Donc ça, c'est que ça a été mal implémenté dès le départ voilà. aussi. Et puis que quand les pharmacies sollicitent les personnes responsables, entre guillemets, ou les fournisseurs de ces messageries sécurisées, déjà, ça coûte de l'argent, et puis aussi, c'est pas forcément bien mis en place. Voilà, tout à fait. Et puis, il n'y a pas non plus que les médicaments à l'officine. C'est-à-dire que tout ce qui est aussi pour les personnes âgées, pour les aides à domicile, alors pour une chimio, je pense aux perruques, par exemple, ou alors les aides à la marche, comme des déambulateurs, des lits médicalisés, tout ça, c'est à l'officine, ce n'est pas l'hôpital qui fait, c'est à l'officine. Donc, voilà, et ça se prescrit à l'hôpital. À l'hôpital. Donc, souvent, parce que donc voilà, il n'y a pas que les médicaments, mais par exemple les cannes anglaises, les béquilles, tout ça, c'est à l'officine que vous venez les chercher. Donc voilà, il y a aussi ça à faire, à prévenir aussi l'officine. Ouais. Puis maintenant, il y a pas mal de nouvelles missions qui ont été déléguées à l'officine, notamment les vaccinations. Toi, tu as eu l'occasion d'en faire pour le coup? Non, mais d'accord. non, mais effectivement, on est les pharmaciens d'officine, une fois qu'ils sont pharmaciens, ont le droit de vacciner. Voilà, alors c'est une liste bien définie, pas tous les vaccins. Ouais. Le pneumocoque, il en fait partie ou pas? Faudrait que je regarde. Je crois que c'est tous les vaccins obligatoires. De toute façon, il y a le Covid aussi. Covid, grippe, par exemple, la grippe, ça c'est légèrement, mais Covid, voilà. DT, polio, voilà, ça c'est le pharmacien aussi. Je crois que ça touche les vaccins obligatoires des enfants, les vaccins obligatoires, enfin la grande liste. Certains, ouais. Voilà, certains. Voilà, et puis à l'officine, il y a un nouveau droit aussi qui va être donné, le droit de prescription de vaccins, par le pharmacien d'officine. Pharmacien, alors c'est toujours pareil, après faudra avoir une formation pour avoir le droit de prescrire, mais effectivement les pharmaciens d'officine vont avoir le droit de prescrire. Par exemple, vous parlez avec un patient, vous vous rendez compte que vous avez 25 ans, vous en êtes tout dans votre vaccination, vous savez pas trop, par exemple, voilà, vous avez c'est le rappel, DT, polio, tout ça, c'est rappel. Et si vous voulez, on peut vacciner là maintenant. Pas de souci, on peut le faire là. C'est le pharmacien d'officine qui va prescrire et faire la vaccination. D'accord. Et ça va être nouveau, ça a été mis en place, c'est tout nouveau. Voilà. Puis il y a aussi d'autres missions qui ont été instaurées, mais cette fois-ci auparavant quand même. C'est tout ce qui est éducation thérapeutique en pharmacie, et notamment la formation sur toutes sortes de pathologies, l'asthme par exemple, et la BPCO. Oui. Donc on a toutes sortes de dispositifs. Il y a des dispositifs d'inhalateurs en poudre, il y a des dispositifs d'aérosols doseurs. Ouais, entre chaque laboratoire, ça change. Entre chaque laboratoire, les dispositifs changent. Avec l'évolution de la technologie, entre guillemets, de la galénique, on se retrouve avec des dispositifs assez incompréhensibles, où il faut tourner dans tous les sens, il faut les utiliser différemment. Il faut bien faire dans le bon donc c'est vrai que là, le pharmacien, lui, peut expliquer, donner une première démonstration du dispositif au patient. Parce que c'est vrai que moi, pour avoir bossé en pneumologie, on se rend compte qu'en fait, une grande partie des patients, notamment atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive, donc la BPCO, sont déséquilibrés par rapport à leur traitement, ne répondent plus au traitement, non pas parce que le traitement ne fonctionne plus, mais surtout parce qu'en fait, ils ne savent pas utiliser le traitement. Ils n'arrivent pas à utiliser le traitement. C'est trop dur à appuyer, ils n'ont pas la coordination d'un poumon. Donc on a discuté un peu du rôle du pharmacien justement dans la prise en charge, dans la prévention des effets indésirables, dans la prévention des interactions médicamenteuses, mais il y a aussi la prévention du mésusage de certains médicaments. Rien qu'un exemple tout simple, le médicament le plus donné et prescrit en France, le paracétamol. Mésusage, j'ai déjà eu des personnes en disant voilà, j'ai mal, j'ai pris une boîte de paracétamol. Il a pris les 8 grammes d'un seul coup. Dans la journée, il a pris les 8 grammes. C'est complètement... À cause d'une douleur importante et
en toute connaissance de cause ou parce qu'il n'était pas forcément informé sur les Bah, parce qu'il posologies? avait déjà pris 3 grammes en fait, et il s'est dit voilà, j'ai encore mal, donc je continue. Oui, parce Voilà, qu'ils ne connaissent pas forcément la dose maximale la qui est dose en fait maximale, de voilà. 3 grammes par jour. 3 grammes, donc ils prennent toute la boîte. Parce que c'est 1 gramme toutes les 4 à 6 heures, on va dire 4 heures, c'est vraiment en cas de besoin Voilà, imminent. mais c'est 4 grammes Normalement, par c'est 4 jour, grammes. maximum. Et On donc, est même, maintenant on dit même 3. ouais. Voilà. Donc, Mais- donc ça peut être embêtant. Tout à fait, ouais. Mm. Et puis. Donc c'est hépatotoxique hein, quand c'est à Hépatotoxique, haute dose, et haute puis dose, et ça puis, entraîne au aussi niveau des rénal aussi. toxicités rénales sur le long Tout terme. à fait, ouais. Parce qu'il y a plein de gens, moi j'en connais, qui prennent du Doliprane tous les jours, Tous les jours, à ouais. cause de céphalées par exemple. Voilà, tout à fait. Ou les personnes âgées qui prennent à cause des douleurs. Et c'est Doliprane, tout là le rôle tout du le temps. pharmacien de réorienter le patient, de lui dire par exemple, ah ben si vous avez des céphalées unilatérales, etc., ça ressemble à de la migraine, prenez pas du paracétamol tous les jours toute votre vie, allez consulter votre médecin, il vous donnera un traitement beaucoup plus adapté. La migraine, ça se traite en premier lieu par des INS, et non pas forcément, enfin, du moins quand elles sont résistantes au paracétamol, c'est traité en premier lieu par des INS, Tout à fait, ouais. qui seront plus efficaces. Ouais, et puis même entre toutes les. Le paracétamol, encore une fois, vous avez donc le Doliprane, les Feralgan, Dafalgan, vous avez d'autres médicaments où il y en a où il y a du paracétamol plus autre chose. Par exemple, l'Xprime. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Enfin bon, il y a plein de médicaments où il y a le paracétamol. Codoliprane, etc. Codoliprane, il est présent dedans, par exemple. Et ça aussi, c'est des cas où on va appeler le pharmacien d'officine, on va lui demander quels sont les traitements habituels du patient, parce que c'est pas rare que des personnes âgées aient une prise de paracétamol matin, midi, soir. Et donc, ils vont rentrer chez eux, ils vont prendre leur prise de paracétamol habituelle. Et au-dessus de ça, ils vont rajouter le Codoliprane, par exemple, qu'a prescrit le chirurgien à l'hôpital. Voilà, Donc, le pharmacien hospitalier, il appelle l'officine, il lui demande quels sont les traitements du patient. S'il voit que dans ces traitements, on retrouve du paracétamol, justement, de manière... voilà, donc on va essayer d'enlever soit l'une des prescriptions, soit Voilà. mettre que de la codéine, soit enlever le paracétamol qui a été Et mis tout à à la fait, maison. mais voilà, par exemple, une ordonnance toute bête, paracétamol, et si douleur plus forte, prendre Xprime. Oui, mais le patient, il va prendre le paracétamol, il va attendre 2 heures à faire. Bon, ça ne me fait pas effet, j'ai passé à l'Xprime. Oui. Non, c'est un paracétamol, il a pris 1 gramme, il faut qu'il attende 6 heures. Et moi, par exemple, j'ai rencontré une dame, un moment, une patiente, justement, en officine, pour le coup, parce que, effectivement, en pharmacie hospitalière, en cursus de pharmacie hospitalière, on a au préalable des stages qui sont faits en officine pour comprendre aussi ce à quoi sont confrontés nos collègues. Et moi, j'ai connu, par exemple, une patiente qui prenait tous les soirs un antihypertenseur central pour pouvoir s'endormir. Oui. Et donc ça, c'est du mésusage, par exemple. Tout à fait. Ben, j'ai déjà aussi entendu, je prends mon paracétamol pour dormir, parce que sinon je dors pas. Non, ça ne fonctionne pas, c'est pas ça. Ou alors j'ai aussi eu des patients. Alors ça peut fonctionner, mais c'est l'effet placebo. C'est l'effet placebo, voilà. Alors le paracétamol. C'est un rituel qui se met en place, et puis voilà, après le patient le en a paracétamol, besoin. c'est simple à avoir, mais c'est pas parce que c'est simple à avoir que ce n'est pas dangereux aussi. C'est un médicament. Ouais. Comme tous les médicaments, faut pas le prendre pour n'importe quoi. C'est pas un bonbon. Voilà. Et puis il y a aussi des personnes. Et donc dans ces cas-là, il faut pas forcément renvoyer le patient chez lui comme ça, hein, sans lui de redonner son médicament, mais il faut lui expliquer, et puis il faut aussi l'accompagner à essayer de rompre ce mésusage. Voilà, alors c'est difficile aussi, si ça fait des années qu'ils prennent ça, c'est difficile de leur expliquer que non, en fait, c'est pas ça, c'est pas à cause de ça qu'ils dorment, c'est difficile. Et là, on peut rencontrer vraiment un mur avec le patient. Voilà, c'est ça le problème. Ensuite, donc, il dit le médecin, alors ensuite, le problème, c'est que c'est le patient qui choisit, hein. On leur dit, il faut aller revoir un médecin, s'il ne va pas le voir, malheureusement, il ne pourra rien faire. Alors, par contre, tu lui redonnes pas son médicament. Non, voilà. tu ne lui redonnes pas. Tu dis... voilà, c'est tout, je vais pas vous donner, soit je dis, je peux pas vous donner tout ce que vous me demandez, comme me demande 6 boîtes de paracétamol, t'en donnes une, ou alors si tu vois qu'il est déjà venu en chercher tous les 3 jours et que voilà, tu dis stop. Alors la question est un peu plus compliquée quand c'est des médicaments qu'on ne peut pas arrêter d'un coup, notamment des bêta-bloquants par exemple. Un mésusage de bêta-bloquants, comment tu gères ça par exemple? Le patient, tu vas pas lui dire ah ben non, j'arrête, je vous délivre pas les bêta-bloquants, et ben il va taquicarder toute la nuit juste après. Là, faut essayer de, s'il est chez nous, d'avoir un historique,
il y a le nom du médecin qui est marqué. Ouais. On va essayer donc d'appeler le médecin en disant j'ai madame. Puis là, il faut être assez démocrate, entre Voilà, guillemets. en disant, faut réussir à. Je l'ai vu aujourd'hui, il me dit voilà. qu'il prend un bêta-bloquant pour s'endormir. Et puis le médecin recontactera le patient, ou voilà, parce que. Et puis, on contacte le médecin du patient, souvent avec l'autorisation du patient, bien sûr, parce Oui, que oui, tout on à lui fait. demande si on peut appeler son médecin. Et puis c'est là où il faut avoir un discours à peu près cohérent et puis Parce que souvent, réussir. des fois, ils refusent aussi Oui. de donner leur médecin. Mm. C'est un peu le syndrome, je vais me faire gronder. Oui. Voilà. C'est là où il faut réussir à être pédagogique et pas à commencer à dire que c'est pas bien, etc. Parce que sinon le patient il va se braquer et puis on va jamais régler le problème. Jamais on aura de réponse. Il répondra négativement et puis si on a commencé trop fort, il va se braquer et c'est fini pour tout le reste. Donc il faut y aller progressivement, voir, poser le pour et le contre, voilà. C'est des problèmes comme ça. Il y a plein de médicaments comme ça qui sont comme le Donormil, des choses comme ça aussi, où c'est bien marqué sur la boîte. Insomnie occasionnelle. On leur donne la boîte, on fait c'est à prendre qu'occasionnellement. Ils font oui. On sait très bien qu'ils le prennent tous les soirs. Enfin, on ne peut pas leur refuser la délivrance. Oui. De fait. Voilà. Mais. Après, c'est le souci de beaucoup de somnifères, entre guillemets. Toutes les apparentés aux benzodiazépines, style inox, etc., sont prescrits pour des durées qui sont bien plus longues que celles prévues par l'autorisation de mise sur le marché, ou même celle qui est admise par les sociétés savantes. Parce que je suis d'accord qu'il y a une certaine limite à l'AMM, parce que forcément, quand on fait des études cliniques, on ne fait pas des études cliniques sur tout. Mais quand les sociétés savantes sont d'avis qu'il ne faut pas abuser de ce genre de thérapie et que derrière on a des prescriptions sur des années, voire des gens qui ont pris ça toute leur vie, eh ben, c'est quand même un peu embêtant. Et puis après, il y a aussi le risque de certains médicaments. Est-ce qu'en officine, tu es amené à regarder des fois des bilans bio ? Bilan bio, ils les amènent souvent pas vécu à l'officine. Ouais. Les patients. Donc souvent, ça vient plutôt du fait, on demande, par exemple, de ramener pour la prochaine fois. On demande aux patients où ça vous en être, par exemple, Diffuca. Oui. Le médecin, il a déjà une fois, là, il le reprend. Vous avez vu, le médecin, il a dit quoi ? Est-ce que vous avez fait des analyses ? Est-ce que le potassium, il est remonté ? Je vois que ça fait très longtemps qu'il en prend. Parce que le potassium, trop bas, trop haut, dans les deux cas, c'est pas bon. Oui. Donc, on lui demande. Et puis, on peut se rendre compte des fois que les niveaux de potassium, ils sont bien. Enfin, voilà, où il n'y a pas eu de baisse de dose pour que ça reste à un niveau correct. On se rend compte qu'en fait, peut-être qu'il a fait un surdosage de potassium depuis un moment et personne ne s'en rend compte. C'est la même chose pour le diabète, par exemple, avec les hémoglobines glyquées, qui peuvent être soit au plafond, soit être beaucoup trop basses pour la personne en question. Donc voilà, il y a des choses comme ça aussi à gérer. Et puis, il faut aussi leur expliquer le diabète de type 2, les aiguilles, s'ils n'ont pas d'insuline, ils ont droit qu'à 200 bandelettes et lancettes par an. On ne peut pas non plus... Donc il y a tout le côté législatif aussi. Autour des dispositifs un rôle là-dessus. Sur tous les médicaments, il y a un rôle législatif. Les médicaments, prescription 12 semaines. Les médicaments, où, voilà, par exemple, diabétique de type 2 sans insuline, droit à 200 bandelettes et lancettes remboursées par an. S'il y a capteur, c'est pas capteur plus bandelette et plus lancette chez un diabétique, il faut choisir, voilà, parce que vous avez le capteur, vous pouvez le faire sur votre téléphone, il n'y a pas besoin de se piquer. Donc il y a aussi tout le législatif où on doit aussi faire attention. Ça assure la sécurité, c'est quand même bien d'avoir ce cadre administratif. Ça assure la sécurité surtout parce que bon, il y a des moments... Des fois, le simple fait de devoir reconsulter son médecin pour renouveler l'ordonnance, c'est pas pour rien. C'est parce que le médecin est capable de faire un examen clinique correct et de voir s'il n'y a pas justement des effets indésirables liés au traitement qui n'auraient pas été vus par le patient. Parce que une insuffisance rénale chronique qui se met en route, on le voit pas. C'est complètement... Donc c'est aussi pour qu'il y ait un suivi d'un côté, c'est aussi pour qu'il y ait un suivi. Voilà, c'est pour ça que... Mais on a aussi garant de ça, faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait, à ce qu'on donne. Voilà. Les médicaments, c'est pas anodin, c'est le message à retenir, je pense. Voilà, c'est que à chaque fois, faut calculer, faut faire, faut donner les bons conseils, calculer, dire aux patients vous connaissez, non je connais pas, alors ça se va avec ça, est-ce que vous prenez autre chose, est-ce que s'il n'y a pas d'interaction avec une autre ordonnance qui traîne, voilà. Enfin moi l'officine c'est justement pour ça, c'est le contact avec les patients, parler avec eux, et puis avoir un échange, quoi. C'est vraiment ça qui... Voilà.